Donc, je vais reprendre... Est-ce que l'autre atelier est fini, Sébastien? C'est beau. Donc, je vais vous présenter la deuxième conférence. Oui, ton ordi. La deuxième conférence, juste vous mentionner que... Oh, je suis une page trop vite. Que la deuxième conférence est présentée par notre commanditaire Kimin. Donc, il est partenaire du Port Chaud et du sujet de conférence. Le prochain conférencier, il a travaillé dans la filière porcine depuis longtemps. Donc, c'est M. Daniel Godbout. Daniel est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences animales à l'Université Laval. De 1985 à 2013, il a travaillé pour l'entreprise Génétiport à titre de généticien responsable du programme génétique et également directeur de recherche et développement pour Génétiport et le groupe Breton. Il a aussi cumulé différentes responsabilités dans le développement et le support génétique et technique de Génétiport chez les différents clients qu'ils ont au Canada et dans les différentes Amériques. À l'achat de Génétiport par PIC en 2013, sa première tâche a été d'assurer le transfert des gènes élites des lignées génétiques développées chez Génétiport vers les troupeaux nucléus de PIC. Par la suite, il s'est occupé personnellement des clients PIC au Canada et aux États-Unis et il a également été gestionnaire des services génétiques en Amérique latine. Au cours des dernières années, il s'est impliqué activement dans le développement des nouveaux talents chez PIC. Je crois qu'il a compris qu'il ne peut pas durer éternellement. Donc, il a voulu transférer ses connaissances. Son objectif est de toujours identifier de façon précoce les besoins du client et la mise en place de stratégies structurées et pratiques pour accélérer la dissémination efficace du progrès génétique dans les différents élevages nucléus de PIC vers nous, les élevages commerciaux. Au cours de ses 35 années comme professionnel en production porcine, Daniel a également fait partie de nombreux comités provinciaux et nationaux faisant la promotion du développement de la génétique porcine canadienne et de la recherche porcine fondamentale et appliquée. Il fait également partie présentement du conseil d'administration du CIPQ depuis près de 10 ans. Il se décrit avant tout comme un généraliste qui, certes, est passionné de la génétique, mais plus encore des stratégies pour permettre l'expression du plein potentiel génétique au niveau des fermes commerciales pour le bénéfice économique des producteurs de porc. Et avant de vous dire son titre de conférence, je voudrais remercier les généticiens qui travaillent un peu dans l'ombre. C'est pas ceux à qui on pense tout de suite. Puis, Daniel, quand j'ai vu le vidéo des détaillants qu'on a vu lors du dîner où IGA était fier de dire que c'était du produit québécois, puis tout le monde aimait travailler avec le produit québécois, puis les producteurs de porc et toute la marque au grand complet est reconnue mondialement. Mais ça commence au début de l'amélioration génétique, autant pour la qualité de la carcasse que pour les performances zootechniques. Merci à toi et à tous tes collègues généticiens de voir à ce qu'on s'améliore et qu'on ramasse cette crédibilité-là. Merci, Daniel. La prochaine conférence, la génétique porcine, son évolution d'hier à demain. Donc, accueillons tous ensemble notre ami Daniel Godbout. Merci. Avec ça, il a grugé pas mal de minutes de mes 35 minutes. Puis ceux qui me connaissent, bien, ils savent que les 35 minutes, ils vont être requises. Donc, merci beaucoup. Là, je vais essayer de trouver comment ça fonctionne. Je ne suis pas un technologique fait que c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. On va voir si ça marche. Merci d'abord au comité de m'avoir invité. Bon. OK, moi, je vais être correct. Je pense que je viens de le trouver. Dans le fond, je remercie le comité organisateur du Port Chaud de m'avoir invité. Ça me fait énormément plaisir aujourd'hui de vous parler de génétique, mais principalement de son histoire, de ses principes, de ses applications, mais aussi du futur. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Comme toute histoire, ça commence par « Il était une fois ». Il était une fois, il y a 25 millions d'années, l'apparition du cochon. C'est là que c'est apparu, il y a 25 millions d'années. Et puis le cochon, comme tel qu'on le connaît, il est originaire de fondamentalement deux sources.
Il y a une source européenne, une source chinoise. Et puis la domestication du porc, tant qu'elle remonte à 8000, 10 000 ans. C'est les Chinois qui ont pas mal enclenché. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de porcs en Chine. C'est là que les premières races porcines ont été créées. Et curieusement, la création des races modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui date d'environ 200 ans. Et puis quand on regarde les races qui existent aujourd'hui, les races à l'époque ont été créées surtout sur des bases phénotypiques, c'est-à-dire couleur, le port des oreilles, des trucs comme ça. Il n'y a pas vraiment eu d'évaluation de performance avant le 20e siècle, puis à proprement parler vraiment à partir de la deuxième partie du 20e siècle. Quand on regarde les dernières années en termes d'amélioration génétique, on peut dire que l'évolution des performances en 30 ans a été remarquable. J'ai essayé de prendre quelque chose d'un peu terre à terre. Vous allez dire, bien, c'est pas du stuff de génétique à 100%, vous avez tout à fait raison. Essentiellement, j'ai pris les performances mesurées à la Station aéropée de Saint-Cyril en 1988 pour la race du Roc. La mesure était faite entre 30 et 90 kg à l'époque. J'ai repris la même chose, 130 kg, à peu près 30 ans plus tard. Quand on compare les performances entre les deux, comment je fais pour utiliser le pointeur? C'est quoi le pointeur? C'est tout ça? Ou... Pardon? C'est bon, c'est ça? OK. Bon, si on regarde les performances, en fait, l'évolution des performances en 30 ans, 220 grammes de GMQ, quand même assez bien. Au niveau gras dorsal, quand on regarde l'écart numérique est de 4,6 mm, mais quand on l'ajuste pour le poids final, on parle de 11 mm de gras. C'est remarquable. Conversion alimentaire, 0,45, mais en réalité, quand on l'ajuste pour le poids final, c'est 0,85. C'est pas toute de la génétique, là, mais il y a une bonne partie de ça qui c'est de la génétique. Si on regarde le top 10 % aujourd'hui de performance au niveau nucléus, pour trois critères, croissance, conversion alimentaire puis taille de portée, c'est les niveaux de performance qu'on obtient aujourd'hui. Des cochons qui sont capables de grossir de l'ordre de 1,3 grammes par jour de GMQ, conversion alimentaire d'1,63, puis taille de portée, le top 10 % de taille de portée dans les nucléus de 22 porcelets par truie. C'est quelque chose. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de revoir un peu les grands principes d'amélioration génétique. Moi, je pense que c'est important. Question de passer aussi à la deuxième étape, qui est d'expliquer les technologies qui ont modulé puis qui vont moduler le progrès génétique. Et puis, pour finalement, rapidement, parler des impacts de ces technologies-là puis des technologies à venir sur les performances. La production porcine est très pyramidale, très hiérarchique. Pour en juger, vous avez simplement regardé comment ça prend d'animaux en tête de nucléus pour fournir un certain nombre de porcs charcutiers. Si on prend un animal au niveau nucléus, il peut produire directement 2500 cochons. Pourquoi? Parce que cet animal-là produit des femelles qui peuvent aller en multiplication et produit également, qui elle-même produit des femelles qui vont aller au niveau commercial. Fait que l'influence directe d'une seule femelle représente 2500 porcs charcutiers en présumant un niveau de performance de 25 porcelets sevrés par truie. Un autre élément important en termes de diffusion génétique, ça prend 5 ans avant que le progrès de tête de pyramide se rentre en bas. Donc, c'est vraiment un système pyramidal, hiérarchique, et ça prend 5 ans avec que le progrès génétique se rende totalement au niveau des porcs charcutiers. Un autre élément important, si on ramène ça à l'échelle du Québec, qui compte 300 000 porcs, ça veut dire que, à sa plus simple expression, on pourrait faire, avec 2000 truies en sélection de lignée femelle puis 450 truies en lignée mâle, on pourrait pratiquement approvisionner le Québec. Ça, c'est dans sa plus simple expression, parce qu'en pratique, ça en prend un peu plus que ça, mais c'est pour vous démontrer jusqu'à quel point c'est un système hiérarchique. Il existe 2 piliers principaux pour faire de l'amélioration génétique. 2 choses importantes. Choisir des caractères, c'est bien important. Et quand on fait un choix de caractères à sélectionner, il faut toujours garder en tête que l'objectif devrait être toujours de maximiser la valeur de la filière, au complet. Pas rien qu'un, mais plusieurs. On parle des abattoirs, transformateurs, tous ceux qui vendent la viande de porc, c'est important. Mais pour les producteurs, il faut également travailler en amont sur les caractéristiques qui ont un impact économique, comme la productivité numérique, la croissance rapide et efficiente, de même que la robustesse, c'est-à-dire la capacité des animaux à rester en vie et à produire un porc de pleine valeur à l'abattoir.
D'un autre côté, quand on regarde l'autre levier, qui est la maximisation du progrès génétique ou l'utilisation des leviers pour faire le progrès génétique, essentiellement, l'objectif, c'est d'identifier les animaux élites. C'est ça le problème. Quand on fait de l'amélioration génétique, notre principal problème, c'est d'identifier les animaux élites. Pourquoi? Parce que si on identifie les animaux élites, plus on est bon à le faire, plus on va créer de progrès génétique. Plus la différence entre les deux générations va être grande. Première chose à faire quand on sélectionne des critères génétiques, c'est d'avoir une approche raisonnée, puis de toujours penser à ajouter de la valeur. Par exemple, d'ajouter des tétines sur une truie, c'est correct. Mais si on en met 25, comme on retrouve ici de ce côté-là, mais qu'il n'y a pas les porcelets qui viennent avec, ça ne donne pas grand-chose. Même chose à l'inverse, si on a les nez totaux, mais on n'a pas nécessairement la quantité de tétines ou la qualité des porcelets. Donc, ce qu'il faut éviter, les excès, il faut éviter de faire de la sélection monocaractère, puis il faut axer essentiellement la sélection sur des critères qui apportent de la valeur. Dans le fond, on fait ça pourquoi? On fait ça pour les producteurs, on fait ça pour la filière. Pendant longtemps, l'amélioration génétique a été un peu limitée, par les technologies. Si on recule d'à peu près 100 ans, il ne se faisait absolument aucune amélioration génétique. La seule chose qu'on pouvait dire qu'on pouvait faire en génétique, c'est d'essayer de conserver les attributs de race. C'était la seule chose qu'on faisait. On n'avait pas accès à aucun outil. Au Canada, au début des années 1930, puis plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, on s'est mis à implanter des programmes de testage. C'est vraiment à partir des années 70 là, qu'on a vraiment vu un essor important. Donc, ça fait à peu près 60 ans vraiment qu'on fait de l'amélioration génétique. Fait intéressant, c'est que j'ai mis la main sur un livre qui parlait, en 1954, d'une façon un peu là, progressive de mesurer le gras dorsal chez le porc, qui consistait à faire une incision sur le milieu du cochon, puis de rentrer une belle règle là, pour mesurer l'épaisseur de gras. C'était ça, les technologies, en 1954. C'est pour vous dire que ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a un accès à des quantités de technologies innombrables, puis pour n'en nommer que deux, une ici, qu'on appelle l'appareil autophone, qui est un appareil qui va mesurer en temps réel, à l'abattoir, à la vitesse de la chaîne d'abattage, 1200 cochons à l'heure, le contenu en viande primaire, en coupe primaire puis en coupe secondaire. Donc, on peut aller chercher un paquet d'informations à ce niveau-là qu'on peut par la suite réutiliser à des fins de sélection génétique. Je vais en parler un peu tout à l'heure. Un deuxième exemple, c'est l'utilisation d'un appareil qui mesure la force nécessaire pour couper une viande. Donc, c'est un caractère qui est fortement relié à la tendreté, puis on sait que la tendreté, pour le consommateur, c'est quelque chose d'important. Donc, par la génétique, aujourd'hui, on est capable également de travailler des critères comme la tendreté de la viande de façon directe. On ajoute à ça l'accès des ordinateurs de plus en plus performants. Ça a permis d'augmenter la capacité de stockage, mais également la capacité à traiter l'information. Donc, c'est tous des éléments qui ont contribué largement à expansionner, les programmes génétiques. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de technologie, c'est une question de coût, c'est-à-dire ce qu'on est prêt à engager comme coût pour faire de la génétique. C'est vraiment ça le principal bottleneck, si je veux m'exprimer en anglais. C'est pour cette raison-là que les programmes ont évolué de façon remarquable en 45 ans. Moi, quand j'ai commencé en 85, les deux caractères qu'on sélectionnait, c'était l'épaisseur de gras dorsal puis la croissance des porcs. Dans les années 90, on a rajouté les tailles de portée, puis dans le cas où on avait accès à des appareils, des automates pour mesurer la consommation puis pouvoir calculer la conversion alimentaire, mesurer la conversion alimentaire. Mais en 2020, c'est pas rare d'avoir des programmes génétiques qui vont avoir 15, 20, même 30 caractères qui sont inclus dans l'indice génétique. C'est pour vous dire jusqu'à quel point les choses ont évolué en 45 ans. Et non seulement les programmes génétiques ont évolué en fonction de critères économiques, mais puis quand j'ai fait cette diapo-là, je pensais justement aux groupes de pression qui sont soit anti-animaux ou qui sont activistes au niveau changement climatique, au niveau bien-être animal. Non seulement les programmes génétiques sont influencés par les aspects économiques, mais ils sont également influencés par des aspects de bien-être animal. Réduction de l'empreinte carbone,
Réduction d'usage d'antibiotiques, c'est vraiment poussé largement par la santé publique. On ne veut pas utiliser d'antibiotiques. Donc, indirectement, ça a des impacts sur nos programmes de sélection. Puis tout ça, il faut que ça soit fait pour amener la viande de porc quand même à un coût abordable pour le consommateur. Le deuxième levier, on a parlé de caractère, là on va lâcher ça, on va parler des leviers qui sont vraiment importants en amélioration génétique. Il en existe 4. Le premier, c'est l'intensité de sélection. La deuxième, c'est la variabilité génétique. La troisième, c'est la précision des contrôles. Puis la dernière, l'intervalle entre les générations. On va tout de suite en mettre 3 de côté. Je vais en parler pendant 1 minute, puis on n'en parlera plus. L'intensité de sélection. Quand on détermine les programmes génétiques, essentiellement, on va définir c'est quoi le nombre d'animaux qu'on va sélectionner, puis c'est quoi le ratio d'animaux sélectionnés sur le nombre d'animaux évalués. Par le fait même, tu détermines l'intensité de sélection. Si c'est de 1 %, c'est 2,33. Si c'est de 1 pour 10, c'est 1,28. C'est mathématique. Un peu la même chose pour la consanguinité. Avec le temps, quand on fait de la sélection, on augmente légèrement la consanguinité, donc la variabilité génétique. Si on fait l'entrée raisonnée de gènes dans le troupeau, on peut maintenir la variabilité génétique assez constante qui va nous garantir une perpétuité en termes de progression génétique. Deuxième élément éliminé. Troisième élément, c'est la durée d'utilisation des reproducteurs. Au niveau des élevages nucléus, idéalement, une femelle ne devrait jamais être utilisée plus qu'une portée en lignée mâle ou 2 portées en lignée femelle. That's it, that's all. Au niveau des VRA, 25 saillies sont suffisantes pour optimiser la durée d'utilisation du VRA. Comprenez qu'avec l'insémination artificielle, ça peut aller assez vite. Une fois que ces facteurs-là ont été gelés dans le programme génétique, on n'y retouche plus. Donc, le seul des facteurs qui est vraiment influencé par les technologies, c'est la précision des contrôles, ce que j'appelle le RIA, c'est-à-dire la corrélation qui existe entre l'indice d'élevage qu'on mesure et la vraie valeur d'élevage du cochon qu'on recherche. Pourquoi c'est si important que ça? J'essaie de vous l'imager le plus simplement possible. Dans une population au niveau nucléus, il existe 3 types de cochons. Des cochons qu'on ne veut pas, des non sélectionnés, des animaux à fort potentiel qu'on veut descendre au niveau de la pyramide, puis des animaux élites qu'on veut garder pour faire de la prochaine génération. La précision des contrôles, essentiellement, vise à identifier précisément ces 3 types d'animaux-là. Quand on a une précision des contrôles qui est modérée, notre capacité à détecter les animaux élites est moins bonne que si on a une précision élevée. Dans quel cas, on a une détection parfaite. Pourquoi c'est important? Parce que si on prend des meilleures décisions, ça veut dire qu'on va faire un progrès génétique qui va être plus rapide. Donc, c'est ça l'essence. En ce sens-là, il y a eu des avancées importantes, puis je dirais que celui qui a le plus influencé, je dirais, le cours de l'histoire, ça a été l'arrivée du blob. L'arrivée du blob, c'est, en fait, première des choses, le blob, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un mâcheux à information. C'est des programmes qui vont tourner l'information, puis vont essayer au bout de tout ça de sortir un indice génétique. Quand j'ai commencé en 1985, tout ce qu'on faisait, on mesurait le gras dorsal, on mesurait le gain des cochons, puis on regardait les performances d'un groupe d'animaux, puis ceux-là qui étaient les meilleurs pour une combinaison de gain et de gras dorsal étaient ceux qui étaient gardés. Sans considération du père et de la mère de l'individu, sans considération des performances des apparentés, que ce soit les frères, sœurs ou demi-frères, demi-sœurs. Donc, c'est comme ça qu'on faisait la génétique. Le BLOP, lui, du coup, permettait d'exploiter toute l'information qui était recueillie sur nos animaux, donc ceux qui étaient apparentés ou qui étaient le père ou la mère ou n'importe quel animal relié de manière généalogique à ces animaux-là, et permettait aussi d'intégrer directement la généalogie, ce qu'on ne faisait pas avant, puis également d'exploiter la corrélation qui existe entre les caractères pour aller chercher une synergie. Donc ça a été appliqué première mondiale au Canada en 1985. On était les premiers dans le monde, au Canada, à utiliser le BLOP. Ça a été développé à l'Université de Guelph, puis appliqué en premier sur la sélection sur le gain journalier, puis le gras dorsal. Puis ça a été ensuite appliqué à d'autres caractères comme la conversion alimentaire. Milieu des années 90, avec le développement des outils statistiques, on a pu commencer à utiliser le BLOP pour des caractères de faible héritabilité. Ce qui est absolument remarquable dans le cas du BLOP, c'est que le BLOP il a permis une chose bien importante, c'est de briser le paradigme qui existait en sélection génétique, selon lequel on ne pouvait pas étendre le nombre de caractères à sélectionner. Moi, quand j'ai commencé, on me disait,
tu ne peux pas sélectionner plus que 4 ou 5 caractères parce que la progression génétique va être inversement proportionnelle à la racine carrée du nombre de caractères. Donc, si tu as 4 caractères dans ton indice, le plus que tu peux espérer, c'est 50 du progrès génétique total que tu peux espérer, que tu aurais eu si tu avais sélectionné que sur ce caractère-là. Donc, avec le BLOP, on était devenu capable de pouvoir améliorer rapidement un grand nombre de caractères à la fois. Une fois qu'on établit que le BLOP, c'est un bon outil, puis qu'on a déterminé la valeur génétique des animaux en tête de pyramide dans les nucléus, je prends l'exemple ici de 2 cochons qui ont été évalués. Un qui a un potentiel supérieur au deuxième, puis qu'on prend ces cochons-là, puis qu'on leur fait donner des petits cochons, mettons que c'est des cochons du roc, ça. On les place dans des centres d'insémination, puis on regarde, on fait des séries d'homospermie, puis on regarde comment la descendance se comporte. Curieusement, celui-là ici donne des moins bonnes performances en commercial que celui-là ici qui avait pourtant une valeur génétique moins bonne à partir des données prises au nucléus. Lesquels des 2 cochons vous pensez qu'on devrait sélectionner? Bien, je pense que poser la question, c'est y répondre. On devrait toujours sélectionner l'animal, pas pour ses performances dans le nucléus, parce que le nucléus, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. On devrait toujours sélectionner l'animal qui est le plus susceptible de performer en milieu commercial. Comment on fait ça? Généralement, quand on fait de la sélection race pure, on utilise les doses du Vera le plus rapidement possible. Je parlais tantôt de 25 saillies. On les fait le plus rapidement possible, puis on se débarrasse du Vera, puis on en rentre un autre. Quand on applique un programme de mesure en milieu commercial, les premières doses sont utilisées au niveau de fermes commerciales, et les saillies sont faites en homospermie, et on recueille, première des choses, on identifie des issues de ces portées-là, puis on recueille un paquet de données, que ce soit au niveau de la croissance des animaux, la qualité de viande, la robustesse, etc. Donc, on va chercher un certain nombre d'informations, puis cette information-là est ramenée dans la base de données avant que le premier cochon de race pure de ce Vera-là soit sélectionné. Puis au moment de la sélection des animaux au niveau nucléus, on peut donc intégrer les 2 sources d'informations ensemble pour prendre des meilleures décisions de sélection. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Je vous ai donné l'exemple de 3 caractères avec des irritabilités différentes. Des caractères à faible irritabilité, on parle des nés totaux, on parle de mortalité. Je vous ai donné l'exemple d'un caractère modérément irritable, la conversion alimentaire, le GMQ, puis des caractéristiques fortement irritables, la carcasse. Quand on mesure la performance d'un cochon, on s'attendrait à ce qu'on ait mesuré 100 de la valeur génétique du cochon. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La répétabilité est une mesure de précision de l'indice. Quand on a une répétabilité de 0,10, la précision, la répétabilité est de 0,32. Quand on prend un caractère fortement irritable, 0,63, puis une valeur intermédiaire pour l'autre. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le cas d'un caractère à irritabilité faible, on a 90 de la variabilité des performances qui est expliquée par d'autres choses que de la génétique. Donc, c'est pour ça que la mesure de l'animal n'est pas précise à 100 Même chose dans le cas des caractères à irritabilité moyenne et élevée. Gardez ça en tête, c'est important. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la mesure individuelle reste toujours préférable par rapport à l'une ou l'autre des options suivantes, soit la mesure des parents, des animaux, des frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs, et même jusqu'à 5 descendants testés. Par contre, ce qui est absolument remarquable, c'est l'explosion de la répétabilité quand on sélectionne un certain nombre de descendants, même pour des caractères de faible irritabilité. Ici, on voit une augmentation qui vaut 168 168 d'augmentation de précision de l'indice pour un caractère à faible irritabilité si on sélectionne 100 descendants. Dans le cas des caractères à irritabilité modérée, on parle à peu près de 86 alors que pour des caractéristiques de forte irritabilité, il y a quand même 52 d'amélioration. Donc, l'addition de mesures de descendance est tout à fait justifiable dans l'un ou l'autre des cas. Au final, il a été démontré que l'addition de données commerciales augmente la précision de l'indice en moyenne de 20 Donc, 20 de progrès génétique supplémentaires peuvent générer par l'utilisation de données commerciales. On va parler complètement d'une autre chose. On a parlé de BLOP, on a parlé de mesures de descendance,
Maintenant, on va parler de génomique. La génomique, c'est une science qui est très, très, très récente. On en juge seulement par le fait que l'ADN a été découvert en 1953. Ça ne fait pas tellement longtemps, là. La première application dans le porc date de 1991. Puis cette période-là, les années 1990 au début 2000, c'était une période qui était caractérisée par la recherche de gènes à effet majeur ou à fort effet sur des caractéristiques de performance, qu'on appelle QTL. À partir de 2002, avec l'évolution des techniques de laboratoire, on s'est mis à s'intéresser au séquençage des animaux. C'est-à-dire, c'est quoi le séquençage? C'est un grand mot qui veut dire de fractionner l'ADN du cochon en ses constituants fondamentaux. Essentiellement, il y a 4 lettres qui composent l'alphabet ADN, A, G, T, C. Donc, il y a eu des techniques de laboratoire qui se sont affinées, les coûts de testage ont diminué. Donc, on a assisté à partir de 2002 à une accélération de l'ère de séquençage qui a conduit à la production de la première puce à SNP qui a pu être utilisée dans le domaine porcin en 2009. Et à partir de là, les premières applications réelles de la génomique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a différentes façons d'appliquer la génomique. Si on parlerait du bovin laitier, ils ont une façon différente de celle du porc. Par contre, chez le porc, basé sur la science aujourd'hui, la meilleure façon de faire, c'est l'utilisation de la sélection basée sur la ressemblance génomique. Elle est bien différente de la sélection génomique qui est faite dans le laitier, qui va chercher à prioriser davantage l'amélioration de caractéristiques spécifiques. Essentiellement, dans l'application de la sélection sur la ressemblance génomique, c'est un bloc modifié dans lequel on substitue la matrice de généalogie par la matrice de parenté génomique. Donc, à partir d'une puce de 50 000 nucléotides, on détermine la ressemblance entre individus. La particularité pour aller chercher le plein bénéfice de cette technologie-là, il faut tester des animaux avant la sélection. Il faut avoir cette information-là avant de prendre nos décisions de sélection. Donc, ça implique des coûts importants parce que les coûts de testage sont assez élevés. Qu'est-ce que ça fait pratiquement? Vous avez un certain nombre d'individus qui proviennent de différentes portées. Ils ont tous un père, ils ont tous une mère. Ici, les 4 couleurs désignent les gènes que les descendants d'une portée vont obtenir de leurs 4 grands-parents. Et selon la combinaison d'allèles provenant des 4 grands-parents, on peut, par la ressemblance génomique, définir de façon précise le degré de ressemblance d'individus 2 à 2. Puis ce qu'on observe, c'est qu'il existe des très, très fortes variabilités en termes de ressemblance pour les individus d'une même fratrie. On s'attendrait normalement par la généalogie, ce qu'on a appris à l'école quand on parlait de généalogie, les individus d'une même portée devraient partager 50 % de matériel génétique, alors qu'en pratique, ce n'est pas ce qu'on observe. C'est bien subtil comme changement, mais ça a un impact majeur en évaluation génétique parce que ça nous permet de faire l'appariement des profils génétiques avec les performances d'élevage de manière beaucoup plus précise. Ça fait quoi au final? C'est que ça permet d'accélérer le progrès génétique parce que l'indice de précision ou la répétabilité augmente. Donc, c'est 35 % de progrès génétique supplémentaire qu'on peut créer. Puis ce progrès-là, ce n'est pas un progrès qu'on réalise en 1 an puis c'est fini, là. C'est inhérent à la structure d'amélioration. Donc, année après année, on génère une valeur ajoutée qui équivaut à peu près à 95 cents par part. Donc, au terme de 7 ans, c'est 6,65 $ de valeur ajoutée qu'on ajoute par rapport à un programme de base qui n'utiliserait pas la génomique. Plus concrètement, en termes de performance, ça a des effets tout à fait fascinants. On sait qu'on sélectionne sur les nés totaux depuis à peu près 25 ans. Donc, les performances en termes de nés totaux augmentent, puis continuent d'augmenter. Par l'utilisation de la génomique, à partir de 2014, on a pu inverser une tendance qui était phénotypique, où le poids des porcelaines à la naissance diminuait. Donc, par la génomique, on a pu réussir à maintenir la progression génétique sur les nés totaux tout en augmentant le poids à la naissance. Ce qui, par ricochet, a causé une réduction du pourcentage de cochons qui avaient en bas de 900 grammes, qui sont considérés comme non viables. On voit ici en 2014 et 2019. Sur le plan génétique, quand on regarde les évolutions génétiques dans le temps, c'est encore plus apparent. On voit ici une tendance génétique
qui va vraiment à la baisse dans le cas du poids des porcelets à la naissance. Tendance génétique assez constante dans le temps au niveau des totaux, mais un renversement de situation avec une augmentation de la tendance pour l'amélioration du poids à la naissance qui a été continuelle. Puis ce qui est un fait intéressant, c'est qu'on a augmenté également le taux de survie des cochons. Si on regarde les deux courbes, ça ressemble énormément. Donc on sait que le poids, l'augmentation du poids à la naissance est un élément important, pas le seul, mais un élément important dans l'amélioration du taux de survie du porcelet sous la mer. Maintenant, on peut quantifier à chaque année le progrès génétique qu'on fait pour les caractères, puis ensuite les convertir en valeur économique. Moi, c'est ce que j'aime le plus faire. La valeur, c'est ce que j'aime. On fait ça pour créer de la valeur. C'est ce que c'est ce que Yves disait tout à l'heure. Donc, on peut quantifier l'impact de la génétique pour un certain nombre de critères. Puis quand on regarde l'évolution génétique qui est de plus en plus rapide, puis qu'on s'arrête le temps d'une minute, puis qu'on essaie de prédire dans le temps comment les performances pourraient être en 2028, en considérant ce que le top 10 % donne aujourd'hui en termes de performance, on se rend compte que en 2028, le potentiel de performance va dépasser 40 cochons. Là. C'est clair dans notre tête que c'est là qu'on s'en va, parce que nos mesures de progression génétique nous indiquent qu'on s'améliore de plus d'un cochon par année, en termes de nombre sevré. Même chose pour d'autres caractères, incluant la conversion alimentaire, où l'on voit ici une amélioration de 0,03 par année. Donc, la conversion alimentaire, sevrage-abattage, va continuer de s'améliorer pour possiblement baisser en bas de 2 dans une dizaine d'années. Rapidement, il me reste combien de temps, là? Je suis en forme. Je vais vous parler un peu de futur, quelques minutes. 3 sujets essentiellement, le séquençage du génome, l'édition de gènes, puis la sélection sur de nouveaux caractères. Je ne ferai pas une grosse dissertation là-dessus, mais un peu pour vous donner le goût, un avant-goût d'où ce qu'on s'en va au niveau génétique dans les prochaines années. Réglons le cas du séquençage complet du génome. Le séquençage complet du génome, c'est ni plus ni moins la fragmentation des 2 milliards de paires de bases en ces éléments constituants. Aujourd'hui, on utilise une puce à 50 000 nucléotides pour déterminer la ressemblance génomique. Imaginez si on avait accès à toute l'information génomique. C'est-à-dire qu'on pourrait passer d'une résolution qui ressemble à ça aujourd'hui, puis on est bien fasciné, on dit on n'a jamais eu des photos claires de même. Bien, en fait, quand j'ai commencé, la sélection génétique, c'était un black box. Fait que pour moi, déjà ça, c'est une amélioration importante. Mais on progresse. On s'en va vers quelque chose de plus en plus clair. Pourquoi que c'est si fascinant que ça? C'est que si la résolution augmente, ça veut dire que notre précision va augmenter. Donc, il va y avoir une accélération du progrès génétique. Mais plus fascinant encore, dans le cas du séquençage du génome, je suis persuadé à 200 % que dans la foulée de tous ces séquençages-là, on va découvrir des nouvelles mutations causales, des nouveaux gènes d'intérêt qu'on va pouvoir exploiter soit par des techniques de sélection classiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, ou d'autres outils d'amélioration génétique qui sont à développer. Maintenant, l'édition de gènes. C'est quoi l'édition de gènes? L'édition de gènes, c'est ni plus ni moins un processus ultra précis de découpage puis de réassemblage de nucléotides. En fait, quand on parle de nucléotides, on parle de réassemblage de petits morceaux, là, des petits blocs Lego AGTC. En fait, ce que ça fait, le séquençage, on utilise des ciseaux moléculaires pour couper l'ADN à des endroits hyper précis. Puis autour de cette région-là, on peut moduler qu'est-ce qu'on peut faire avec les nucléotides. C'est-à-dire, on peut en ajouter, on peut en enlever, puis on peut en remplacer. Pourquoi on fait ça? Il faut se rappeler qu'un gène, ça a une fonction bien précise. Ça produit des protéines. Puis, selon la structure du gène, selon la séquence de nucléotides, ça va déterminer ultimement la fonctionnalité de cette protéine-là. Une protéine fonctionnelle va donner l'impact qu'on s'attend. Si la protéine est modifiée, il se peut que la fonctionnalité de la protéine soit inhibée ou ralentie. Donc, c'est dans ce sens-là. On n'a pas d'affaire à détruire complètement un génome pour changer les constituants génétiques. On n'a qu'à modifier certains nucléotides. C'est bien différent de la transgénèse, parce que la transgénèse, elle, 2 particularités différentes.
c'est qu'ici, là, on envoie seulement une quinzaine de nucléotides. Quand on faisait des transgènes, c'était des centaines, voire des milliers de nucléotides qu'on transférait, puis souvent d'une espèce différente. Deuxième particularité, c'est quand on intégrait le transgène dans le génome, on n'avait aucune espèce d'idée où ce que le gène s'incorporait. Donc, on n'était pas sûr de l'effet. Puis même au contraire, dans plusieurs cas, on causait plus de mortalité que d'autres choses. Donc, on n'était pas sûr de la fonctionnalité. Donc, on ne savait pas ce qu'on faisait. On était vraiment dans une situation où on y allait complètement à l'aveugle. Donc, en ce sens-là, l'édition de gènes, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Première, je dirais, démonstration du potentiel de l'édition de gènes, c'est la découverte du porc résistant au SRP. Vous allez dire, bien, c'est bien beau ça, mais ça a été fait comment? En fait, les chercheurs, la première chose qu'ils ont fait, ils ont dit, y a-t-il un gène responsable de la résistance? Ils en ont trouvé un. Ils ont trouvé le gène CD163. Ils ont dit, ça, c'est le gène qui est responsable de la résistance totale au SRP. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné la forme en faisant des petites éditions, c'est-à-dire en rajoutant quelques nucléotides. Ils ont pu changer la structure d'ADN du gène, puis la protéine résultante, à un point tel que le virus ne pouvait plus infecter l'autre, le porc. Donc, on procurait au porc une résistance complète au virus, qui est bien différente de la tolérance ou de la résilience. Puis, pour le démontrer ici, ils ont pris des porcs qui étaient produits par l'édition, puis ils ont comparé des porcs réguliers ou témoins sensibles au SRP, puis ils ont comparé comment les cochons se comportaient en situation de contamination. Dans le cas des porcs qui avaient l'édition de gènes, aucune fièvre, aucun problème respiratoire, mais encore plus étonnant encore, pas d'ADN viral, pas d'anticorps. Ça veut dire quoi, ça? C'est que le cochon, il a complètement éliminé le virus à sa base. Il ne s'est jamais répliqué dans le porc. Puis depuis ce temps-là, cette découverte-là a été confirmée par d'autres recherches également. Donc ça, c'est un exemple de potentialité de l'application d'une technologie qui est l'édition de gènes. Maintenant, j'ai assisté à une présentation hier, la présentation d'ouverture concernant la peste porcine africaine. J'étais assis et je me disais, qu'est-ce qu'on jaserait autour de ce forum-là si on était capable demain matin de produire des cochons complètement résistants à la peste porcine africaine? On n'aurait jamais eu la discussion qu'on a eue hier. On ne se posera pas la question à savoir où est-ce qu'on s'en va avec cette maladie-là. Le porc 26, ça a été la première initiative qui a été faite à l'Université de Roslin Institute en Écosse pour produire un porc résistant à la peste porcine africaine. Malheureusement, ça n'a pas donné les résultats escomptés, mais je peux vous dire qu'il y a plusieurs laboratoires dans le monde qui travaillent là-dessus. Ça aurait des bénéfices absolument démentiels. Gastro-entérite transmissible, le même chercheur qui a montré la résistance au SRP a également été capable de produire un porc totalement résistant à la gastro-entérite transmissible. Il ne reste plus rien qu'un porc avant la DEP. La DEP et la GET, ça ressemble énormément. Donc, on pourrait ultimement penser qu'on peut produire des porcs négatifs au DEP. Imaginez-vous, pour monsieur de QSP, là, plus de DEP à s'occuper. Ce ne serait pas pire. On parle d'autres maladies comme l'influenza. L'influenza, ça cause des problèmes. Si on était capable d'avoir des porcs résistants à l'influenza, imaginez-vous le nombre de problèmes de moins qu'on aurait. Donc, si on regarde en termes d'application, de potentialité, c'est sûr que les maladies, en général, représentent une cible de prédilection pour l'édition de gènes. Par contre, qu'est-ce qu'il y en est pour les autres caractères? Moi, je ne suis pas convaincu que pour les critères de sélection actuels pour lesquels on a des méthodes éprouvées pour faire de l'amélioration génétique, qu'on va vraiment s'emmerder à faire des éditions de gènes. L'odeur sexuelle, peut-être, mais il existe d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour contrôler le problème. Puis, possiblement dans la foulée, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va trouver d'autres applications, mais je dirais pour l'instant que les maladies semblent, pour moi, un critère ou une famille de critères qui pourrait être susceptible d'être intéressant pour l'édition de gènes. Je finalise avec l'édition de gènes. 2 minutes, parfait. Par l'édition de gènes rapidement. Sélection sur les caractères rapidement. Christian parlait tantôt de mesures en temps réel. C'est vrai que c'est important en gestion, mais ça va devenir vrai que ça va être important en génétique. Pourquoi? Parce qu'on a accès aujourd'hui à des caméras de plus en plus précises. Christian l'a montré tantôt. Je n'ai pas d'affaire à vous le prouver. On peut peser des cochons. On peut même aujourd'hui, avec des accéléromètres,
savoir exactement comment le cochon s'active, c'est quoi le déplacement, c'est quoi le type d'activité, puis ultimement, c'est quoi le comportement. Donc, un paquet d'informations qu'on peut ressortir de tout ça. Essentiellement, ce que ça va permettre de faire, ça va permettre de changer complètement notre perspective. On a une perspective statique d'évaluation génétique aujourd'hui. On va être capable de comprendre davantage comment l'animal se comporte pendant une période de temps. Donc, ça va ouvrir la possibilité de sélectionner sur des nouveaux caractères. Puis j'ai en tête un qui me semble bien simple, qui est de moduler les courbes de croissance. Aujourd'hui, on sélectionne sur le gain, mais on n'a aucune espèce d'idée comment le gain se fait. On pourrait éventuellement moduler la courbe de croissance. En marge de tout ça, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment sélectionner sur le comportement? Avec les nouveaux outils comme les caméras, puis surtout l'ajout de l'intelligence artificielle, moi, je pense que dans quelques années, on va être capable de sélectionner sur le comportement, mais aujourd'hui, on n'a aucune mesure objective permettant de le faire. Ceux-là qui vous disent qu'ils peuvent sélectionner sur le comportement, ça ne marche pas. Le futur va nous réserver des surprises. Je suis persuadé que je n'ai pas pensé à tout, puis qu'il pourrait arriver que dans un an ou deux, qu'on ait une technologie disruptive, que je vous dirais en anglais, qui va amener des opportunités nouvelles. On n'est pas à l'abri de ça. Par contre, l'application de ces nouvelles technologies-là vont être vraies dans la mesure où on a un intérêt économique d'inclure ces technologies-là dans l'amélioration génétique. Donc, en conclusion, rapidement, on a fait des bons remarquables en génétique en 50 ans. C'est absolument remarquable. Puis je remercie le bon Dieu à tous les jours d'avoir pu être seulement, de pouvoir voir ça se dérouler devant moi. Je comparais l'amélioration génétique à un tsunami. Un tsunami cause des dommages. Mais le tsunami, dans le cas de la sélection génétique, c'est simplement des opportunités qui augmentent. Plus ça va, plus que la hauteur du tsunami est élevée, puis plus les opportunités de capture de valeur sont grandes. Donc, pour l'éleveur, ça représente une amélioration à plusieurs niveaux. Puis, on n'est pas fini. Avec les nouveaux outils, c'est d'autres améliorations qui s'en viennent, donc création de plus de valeur. Mais plus important encore, comme industrie, c'est là-dessus que j'aimerais terminer, c'est qu'on a des sacrés gros défis comme industrie devant nous autres pour faire exprimer tout ce potentiel génétique-là au niveau des fermes. Donc, je dirais qu'on a encore du travail sur la table. Merci beaucoup, puis j'attends vos questions si vous en avez. Merci, Daniel. Oui, effectivement, on pourrait peut-être prendre une question s'il y en a qui ne se sont pas gênés. Ça n'a pas l'air. Moi, j'en aurais une pour toi. Oui. Dans l'édition de gènes, Oui. effectivement, moi, en t'écoutant assis en bas, ça me semble fort prometteur. Se pourrait-il que, parce que là, on joue dans les gènes, tout ça, on devra-tu faire des pressions dans le sens au côté légal de la chose? Parce que, tu sais, tu dis plusieurs universités ont découvert le gène pour le SRP, exemple, mais dans le fond, il y a peut-être des côtés légaux qu'il va falloir pousser ou c'est une question marketing tout simplement dans différentes maladies? Bien, je vous dirais que l'acceptabilité de la technologie est importante. Le consommateur doit accepter cette technologie-là. Je pense qu'on doit démontrer l'innocuité. Puis démontrer l'innocuité, c'est une phase. Il faut travailler avec les organismes gouvernementaux de réglementation, ce qui est en place actuellement. C'est pas chaque édite va demander un processus différent. C'est-à-dire que pour le CRP, il y a des discussions actuellement. C'est le premier gène, la première application connue concrète. Mais on est actif dans, je dirais, mais on y va avec le flow, comme on dit. On travaille avec les organismes de réglementation de différents pays. On a un support très grand. Je pense que le bénéfice, j'en ai parlé tantôt, puis je pense que pour l'industrie, même la NPPC aux États-Unis sont très supporteurs de ça, mais ce n'est pas les seuls qui vont décider. Le consommateur est important dans ça. Oui, c'est ça. C'est de faire suivre tout le monde, dans le fond, Daniel. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Chine, il y a déjà de l'intérêt à appliquer ça. Il y a des ententes qui ont été signées déjà. Okay. Puis si la Chine l'accepte, comprenez, ça peut devenir difficile pour eux de dire, ben finalement, on ne prendra pas les cochons qui proviennent de l'édition de gènes parce qu'ils l'utilisent déjà, contrairement à l'utilisation de ractopamine, par exemple, qui a été bannie il y a quelques années, qui est je dirais simplement une stratégie, alimentaire, ou je dirais plus, on voulait davantage contrôler le commerce en mettant des restrictions. Mais il n'y avait pas vraiment de difficulté au niveau... on connaît l'innocuité du produit. Scientifiquement, c'est approuvé. C'est approuvé, mais ils ont décidé qu'ils n'en voulaient pas. Ben, c'est eux autres qui décident, là. Fait que c'est ce que je dis, c'est qu'au niveau édition de gènes,
bien, c'est quelque chose de nouveau, ça fait peur. Puis je pense que, puisque tu me donnes une minute pour en parler... 30 secondes. Une minute. Essentiellement, je dirais que l'édition de Joint, j'en ai parlé brièvement, mais je lisais dernièrement, on parle de quelque chose de précis. Aujourd'hui, là, il y a le MIT de Boston qui ont défini des nouvelles stratégies d'édition de Joint qui sont encore plus précises que précises. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment capables de faire, d'enlever des nucléotides, là, 1, 2, 3. On arrête à 3. OK? C'est rendu ultra précis, là. Fait qu'on est capable, on parlait de thérapie génique pour les maladies héréditaires chez les enfants, une façon de contrôler les maladies héréditaires. Moi, quand je regardais ça à l'époque, je me disais, c'est merveilleux, mais on n'a jamais réussi à se rapprocher, ne serait-ce qu'à 1 000 de ça. Mais avec l'édition de Joint, moi, je crois personnellement qu'on va faire des pas de géant. Des pas de géant. Mais en fait, il y a encore du travail à faire. Parfait. Hey, merci, Daniel. J'inviterai Alexandre de te remettre un prix de présence pour tout le bon travail que tu nous as donné pour le Power Show. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Donc, je veux juste vous mentionner avant de vous laisser, c'est que d'ici quelques semaines, ces différentes conférences-là, les vidéos seront disponibles sur le site web du Power Show à l'onglet « Conférenciers ». Je vous invite à monter tout de suite à la salle où on était ce matin. Il y aura tirage du prix de présence, présentation du prix reconnaissance filière et ainsi aussi la dernière conférence qu'on attend tous en atelier. Merci de votre participation et bonne fin de journée.